Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Cursus H, une émission qui vous honore. Grande est ma joie de recevoir pour vous aujourd'hui Monsieur Henri Petit. Qui est Henri Petit? Prenons ses portraits et on se retrouve tout juste après. Originaire de la province de Maïndombe, dans le territoire de Choué, Henri Petit est militaire et politologue de formation. Ancien de l'école d'officiers de Kananga et font en sigle, c'est à l'école internationale détective expert de Liège en Belgique que Henri Petit a poursuivi sa formation militaire, une formation sanctionnée par un diplôme d'investigation militaire. Sa formation militaire achevée, Henri Petit a fait son retour au pays où il a intégré les services de renseignement de la sécurité présidentielle sous le règne du maréchal Mobutu. De la sécurité présidentielle à la gestion de la chose publique, il n'y a qu'un pas. C'est à l'office de mine d'or de Kilomoto qu'Henri Petit fit ses entrées à la fonction publique en tant que représentant de la présidence de la République avant de se voir propulsé à la tête de cette entreprise en tant que président-directeur général. Sa compétence ayant séduit le défunt maréchal, ce dernier l'a ensuite désigné pour conduire la destinée de l'Office congolais des contrôles qu'il connaît des hauts en bas pour l'avoir géré à 2 niveaux en tant que directeur financier et directeur général en intérim. Henri Petit est un administrateur de taille qui assume aujourd'hui avec brio et compétence la fonction de directeur chargé des questions et sécurité et de lutte contre toutes les formes de criminalité dans le secteur import-export de l'Office congolais des contrôles. Mais aujourd'hui, c'est un homme politique que Cursus H reçoit. Cet homme a l'expertise éloquente et démesurée pour parler de son brillant parcours. Bonjour et bienvenue, monsieur. Henri Petit, un nom, une référence. Vous êtes politologue. Vous avez fait vos études primaires à l'école d'Oshwe dans le Bandundu. Ensuite, vous êtes allé dans une école catholique, Athénée de la Gombe, là où vous avez reçu votre diplôme d'État en biochimie. Ensuite, vous êtes allé à l'école de formation des officiers, EFO en sigle Kananga. Alors, dites-nous, tout jeune que vous étiez, quelle motivation d'aller dans cette école de formation des officiers? Merci beaucoup. J'adorais beaucoup la formation militaire. J'ai fait l'école primaire à Osho, c'est vrai, et puis je suis venu à Kinshasa faire ce qu'on appelait les CO, cycle d'orientation au Kankokolo, parce que mon tuteur était militaire, officier militaire dans l'armée et dans la sécurité. Et après, les CO, je ferai l'Athénée de la Gombe, n'est-ce pas? Là, je fais le biochimie. Mais après, j'obtiendrai mon diplôme, mais cette fois-là, en pédagogie. Parce qu'à l'époque, vous savez, on avait des problèmes avec Marcotte. J'ai terminé mes 6 ans, mais le diplôme, je l'ai obtenu en pédagogie. En pédagogie? Oui, mais je suis pleinement scientifique, biochimiste. Mais le diplôme, je le fais en pédagogie. Donc c'est votre tutelle qui vous a motivé d'aller à EFO? À l'EFO, tout simplement parce que les tuteurs, souvent les parents, imitent le métier. Non, les enfants. Les enfants plutôt, excusez-moi, imitent le métier de leur père. Raison pour laquelle, pour faire ce métier-là, il fallait passer par là. Et là, je fais l'EFO avec mes collègues à Mouli. C'était en quelle année? 80-81. J'ai eu des collègues là-bas parce que quand vous passez dans une institution, il faut avoir des amis, il faut avoir des collègues. Et là, j'ai mes collègues comme le numéro 1 de la police actuelle, le général Amouli, c'est Dirkab, les 2 Dirkab, Henri Abangapakwa, le colonel Henri Abangapakwa et le colonel Passi. Ce sont mes collègues de l'armée. D'accord. Au niveau de la police. Bon, au niveau de l'armée proprement dite, il y a le général Bombele, au Kankokolo, et puis il y a le contre-amiral Ouyandi dans la marine, et tant d'autres. Ce sont mes collègues. Voilà un peu ce qui m'a motivé pour faire ça. Mais heureusement, après l'armée, je suis allé faire... après l'armée, j'avais quitté l'armée subitement, d'ailleurs, pour faire ce que j'ai appelé
les investigations criminelles. Avant qu'on arrive là, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées à cette école des officiers? Pratiquement pas de difficultés parce que quand on aime l'armée, il faut supporter tout ce qui s'est fait là-bas et carrément on vous transforme de la vie civile à la vie militaire. Et cette vie-là m'a marqué jusqu'aujourd'hui. Tout ce que j'ai fait a une empreinte militaire. L'ordre, la discipline, le courage. Ce sont les souvenirs? Ce sont les souvenirs de l'armée. C'est une école impeccable, je vous dis. C'est une école impeccable. Et il suffit tout simplement de donner des grands moyens à cette armée-là. Je crois que nous ferons des exploits comme l'armée américaine. Vous comprenez? Donc j'ai aimé l'armée et je suis toujours jusqu'aujourd'hui presque dans l'armée parce que tous mes amis, mes collègues, dans les services, tout ça, c'est du service de sécurité, à la police, dans l'armée, il n'y a que mes collègues. Vous n'allez pas me contredire. Souvent on dit, lorsqu'une personne a reçu une formation militaire, et cette personne-là est catégoriquement disciplinée et ordonnée. Vous l'êtes aussi? On ne parle pas souvent de soi-même, mais vous allez interroger les gens, je crois que côté discipline. Non, il y a un adage qui dit connais-toi toi-même. Cogito. Oui, je veux ça, mais je préfère faire parler les autres en ce qui me concerne. À ce que je sache, j'aime tout ce qui est raffiné, tout ce qui est professionnel, parce que quand il n'y a pas de professionnalisme dans un travail, je le sens, et ça me met mal à l'aise. J'aime le professionnalisme, mais j'aime tout ce qui est raffiné, tout ce qui est ordonné, tout ce qui est discipliné. Donc le moindre écart chez moi, je réagis rapidement. C'est ce que peut-être les gens me qualifient d'un peu colérique. Non, ce n'est pas la colère, mais au fait, j'aime l'ordre, la discipline et tout ce qui est droit. Vous êtes allé en Belgique pour une spécialisation en investigation criminelle. Alors, parlez-nous de ces passages-là. Là, je suis diplômé de Liège à l'école internationale de détective expert. C'est ce diplôme-là qui m'a permis d'entrer à la présidence de la République. Chez le maréchal, dans la structure qu'on appelle bureau 2, c'est-à-dire le bureau des renseignements et sécurité. J'étais là. Pourquoi vous avez voulu faire cette spécialisation? Je vous ai dit tantôt que j'aimais beaucoup le service militaire. C'est toujours l'amour. Et encore que, avant ça, pendant mes études secondaires, je lisais beaucoup les SAS, les Son Altesse Prince Mal Collège. Vous avez travaillé avec le président Mobutu sous la Deuxième République. Alors, dites-nous, vous étiez dans les services de renseignement et sécurité. Comment est-ce que vous avez gagné la confiance du maréchal? Mais moi, je me posais la question. J'ai dit, mais moi, je ne suis pas Ngwandi. Parce que le président de la République, c'était Ngwandi, de l'Équateur. Moi, je suis de Lac Maïlé, n'est-ce pas? Je n'étais pas Ngwandi. J'ai dit, mais comment ce personnage peut-il m'adopter comme vraiment son fils? Ah bon? Et vous adoptez? Au même moment, j'étais ami à son fils. Vous comprenez? Manda Mobutu. C'est lui qui a facilité l'entrée? Non. Si vous voulez que je vous dise comment je suis entré, ça c'est autre chose. D'accord, allez-y. On revient sur ça. D'accord. Je suis entré comment? Quand j'ai obtenu mon diplôme, je suis descendu à Kinshasa. Mes parents ne voulaient pas que je revienne à Kinshasa. Ils tenaient à ce que je reste en Europe. Moi, je leur ai dit, je ne serai jamais ministre en Europe, je ne serai jamais directeur général, je ne serai jamais... Il faut que je rentre au pays. Et quand je suis rentré au pays, j'étais en relation avec un ami blanc. Non, il est congolais, mais trop blanc. C'est Ekila Papillon. Trop blanc en comportement? Blanc. Ah, ok, dans la peau? Très blanc. D'accord, ok. Mais c'est un Congolais, il est dans une famille congolaise, il est Ekila Papillon. Alors, j'ai rencontré, et le jour où je l'ai rencontré, il était avec le T2, le chargé des renseignements du chef de l'État, à l'époque. Il parlait d'un dossier qui n'arrivait pas à débloquer. Alors, Ekila Papillon a eu l'idée, il dit, mais non, j'ai un détective privé qui peut vous faire ce travail-là correctement. Il dit, quoi? Détective privé, amenez-le. On m'a amené là-bas au Mont-Galiema, n'est-ce pas? Et on m'a exposé les problèmes. Est-ce que vous pouvez faire ce travail-là? J'ai dit, mais ça c'est un grand travail de sécurité. Mettez les moyens, je vous fais ce travail-là. Alors, ils m'ont donné un timing de 6 jours seulement. C'est un dossier qui avait échoué. Et moi, le 6e jour, j'ai réussi à débloquer la situation. Wow. Je débloque la situation, je prends toutes les photos nécessaires. Il n'y avait pas de conditions si vous ne réussissez pas?
Non, si vous ne réussissez pas, vous n'êtes pas avec eux. Alors quand j'ai réussi, avec des preuves à l'appui, ils m'ont amené à la présidence de la République. D'accord. Et on a appelé le maréchal pour lui dire, voilà, les dossiers qui avaient été bloqués, nous l'avons confié à tel qui a telle qualité. Il dit immédiatement, vous les recrutez. Vous comprenez? Et c'est le chef d'État qui a demandé que je sois recruté. On lui dit, mais il vient aussi de faire l'armée. Il dit, encore mieux. Qu'on les retienne, qu'ils ne partent pas. En tout cas. Retenez-le et donnez-lui un statut spécial. Directement. Directement. Et c'est comme ça que j'ai été retenu à la présidence de la République. Et le président disait souvent, si j'ai 5 personnes comme ce petit-là, je vais dormir calmement. Mais c'est le même langage que le chef de l'État actuel a aussi, mais lui, il a dit 15. Vous comprenez? Donc, si j'étais parmi les 5 que le président adorait beaucoup, dans le cadre des services, pour débloquer certaines situations, et même quand le chef d'État avait des difficultés avec les étudiants, et c'est moi qui intervenais, pour rapprocher le président avec les étudiants, en Célé ou ailleurs. Un métier pas facile. Qui retenez-vous du maréchal? Vous savez, chaque homme a ses défauts, mais celui-là était pour moi un père, n'est-ce pas? Il m'aimait beaucoup, à telle enseigne que parfois, quand on ne m'avait pas aligné dans un voyage et qu'il se retrouve, il ne me voit pas, il dit, Monsieur Seti, dites à Nzimbi de me faire parvenir une pétition rapidement. C'est comme ça que ça se faisait. Imaginez-vous que le Premier ministre Mabi Moulumba va prêter serment. Vous savez là où il avait prêté serment? Vous ne savez pas peut-être. C'est à moi de vous poser des questions. Il avait prêté serment à Kisangani. Et à Kisangani, le président regarde, je n'étais pas là. Il a demandé à Seti d'appeler Kinshasa rapidement, qu'on m'embarque dans un avion spécial pour que je sois avec lui à Kisangani. Et je suis arrivé à Kisangani à 18h30, il faisait presque nuit. Je suis arrivé, j'ai laissé la voiture à l'aéroport parce que j'avais le message en pleine route et je ne pouvais plus rentrer à la maison. Il a dit, Mpeti, tu dois venir ici. À Monaco aussi, c'était la même chose, chaque fois. Donc, c'est quelqu'un qui était très intéressé à ses collaborateurs qui lui faisaient un travail impeccable. Donc, on dit qu'il fut un dictateur. Êtes-vous d'avis? Mais quand on exerce le pouvoir suprême, n'est-ce pas? Il y a ce qu'on appelle en sciences politiques l'autorité. Il ne faut pas confondre l'autorité avec la dictature. Vous savez, nous, les gens de pays sous-développés, nous sommes un peu moins disciplinés. Il faut beaucoup d'autorité pour mettre les gens sur les rails. Et s'ils appellent ça dictature, j'ai dit non. Il avait plus d'autorité que la dictature. L'autorité, oui, il faut s'imposer quand il y a des ordres. Il faut remettre les gens sur les rails. Est-ce que c'est ça la dictature? Je ne pense pas. L'autorité, il en a. Parce qu'un président, quand il n'a pas l'autorité, beaucoup de choses ne marcheront pas. Mais l'autorité ne veut pas dire la dictature. Moi, je n'ai pas senti cette dictature. Surtout, chez nous, les Africains, il faut respecter les chefs. Il est chef, il reste chef. Si vous donnez un peu la liberté, cela ne veut pas dire que vous devez vous permettre tout. Impossible. Mais s'il s'impose dans les cas de l'autorité, mais ne dites pas aussi que c'est de la dictature. Quand il y a des ordres, il faut aligner les gens. De la sécurité à la gestion des entreprises publiques. Parlez-nous de votre passage à l'office de mines d'or de Kilomoto. Oui, à un moment donné, l'office de mines d'or avait périclité. La gestion n'était pas bonne et puis la production avait chuté presque à zéro. Le chef de l'État de l'époque m'a demandé à ce que je représente la présidence de la République au niveau de Kilomoto. Je suis parti très jeune, vous savez. Et j'ai redressé cette entreprise. Demandé à tous ceux qui étaient là. Les voleurs, je les ai attrapés, je les ai coffrés, n'est-ce pas? Parce qu'on volait et de l'argent et de l'or, n'est-ce pas? Donc l'entreprise ne pouvait pas respirer. Et on laissait même, n'est-ce pas, à notre partenaire de la Suisse, la possibilité de voler même de l'or qu'on envoyait pour l'affinage. Et j'ai mis de l'ordre de ce côté-là, et à l'interne, et au niveau extérieur à Neuchâtel, pour que rien ne puisse échapper au contrôle
de nous, les gestionnaires de l'Office des mines d'or de Kilomoto. Et là encore, le président était satisfait parce que l'or était revenu et la production avait remonté. Vous savez, mon premier mois, nous sommes passés de 12 kilos à 150 kilos d'or, alors qu'on ne produisait plus de 20 kilos d'or chaque mois à l'Office des mines d'or de Kilomoto. Cette remontée de la production m'a attiré beaucoup de foudre de la part de ceux qui ne voulaient pas que l'Office des mines d'or reprenne le poil de la bête. J'ai eu même le Premier ministre de l'époque, mécontent de ce que je fais à Kilomoto, de ce que j'ai réussi à remonter. Alors que vous avez fait une bonne chose. Une bonne chose. Vous savez, souvent les gens n'aiment pas des gens qui arrangent des choses. Et nous le vivons même maintenant. Vous comprenez, ça c'est le sang africain. Dès qu'on vous voit faire de bonnes choses, allez, on commence à vous combattre. Allez. C'est ce qui a été fait l'autre fois. Alors, je verrai le ministre des Mines de l'époque, le professeur Iléo, c'est-à-dire le fils de papa Iléo, ministre des Mines, instruit par le premier ministre de l'époque, qui est aujourd'hui, malheureusement ou heureusement, le président du Sénat actuel, qui avait donné les instructions au ministre des Mines, M. Iléo, de chercher à m'arrêter. Parce qu'à l'époque, ça sont des dossiers anciens, je n'accuse personne, mais au moins j'en parle parce que à l'époque, on n'avait pas voulu que Kilomoto soit remonté, soit reprenne vraiment la production. Et on l'avait presque saboté pour donner un prétexte aux investisseurs de le prendre comme une entreprise à privatiser. Ça, c'était arrangé au niveau de notre gouvernement. Et à l'époque, malheureusement, c'était le Premier ministre Kengo Adondo qui a dit, allez, cherchez-moi ce type-là qui, n'est-ce pas, que le président Mobutu a envoyé pour, allez, arrêtez-moi. Alors, le Premier ministre va charger un certain Bolamba. Si vous ne le connaissez pas, c'était un coriace qui dépendait de nos services, mais il ne me connaissait pas, n'est-ce pas? Et c'est le ministre des Mines, sur instruction du Premier ministre de l'époque, on lui a demandé de m'arrêter. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai remonté l'Office des Mines d'or de Kilomoto qui devrait être privatisé. Mais là, le président n'était pas au courant. Attendez. Alors, Bolamba, sans me connaître, parce que moi, j'étais vraiment anonyme. Anonyme. Parce que quand on est dans les services comme ça, il faut être totalement anonyme. Mais eux, dépendant de nos services, ils voulaient se faire trop voir. Et on connaissait Bolamba avec toute sa rigueur. Et Bolamba, bien armé, a commencé à me poursuivre. Nous, vous savez, la gare, vous connaissez la gare, non? La gare centrale. La gare centrale. Il m'a repéré à partir de là. Et comme j'avais des renseignements qui me cherchaient pour m'arrêter ou m'abattre, alors, on a fait une course-poursuite avec lui, de la gare jusqu'au Mont Galliema. Mais heureusement que je suis aussi habile au volant. Et nous sommes entrés où? À la présence de la République, nous deux. Moi, je l'ai amené, bon, s'il voulait m'abattre, qu'il m'abatte au niveau de la présence de la République. Et lui aussi, il avait des entrées chez nous, parce que je le connaissais, il est notre agent. Vous comprenez? Et il s'est étonné qu'on puisse se retrouver, n'est-ce pas, nous tous à la présence de la République. Et on lui pose la question, que voulez-vous faire d'un petit? Ah non, j'ai été instruit par le Premier ministre et le ministre des Mines, n'est-ce pas, pour l'arrêter. Mais qu'est-ce qu'il vous a fait? Tout simplement parce qu'il a arrangé Kilomoto. Et vous êtes mécontent. C'est en ce moment-là que nous avons su qu'on ne voulait pas que je redresse l'entreprise parce que c'était destiné à la privatisation. Et qui étaient les gens qui étaient censés privatiser, reprendre cette entreprise pour leur servir? Bon, il y avait des autorités dont je vous ai cité ici avec la Société financière internationale, etc., etc. Donc, il fallait à tout prix que cette entreprise tombe pour qu'on la privatise. Mais j'ai empêché cette privatisation. On leur a dit, il est là sur instruction du président Mobutu. Personne ne les touche. Monsieur, rentrez, dire au Premier ministre et au ministre des Mines que Petit a été chargé de redresser cette entreprise et il vient de le faire, vous les laissez tranquilles. C'est en ce moment-là
que Bolamba va se retourner contre le Premier ministre à l'époque, mais qui est aujourd'hui le président du Sénat. Hein, ça, ce sont des dossiers qui n'ont plus d'effet aujourd'hui. Nous en parlons. Mais voilà comment ça s'est passé. Ça fait partie de l'histoire. Ça fait partie de l'histoire. Donc, c'est pour vous dire que quand nous travaillons, parfois nous prenons des risques. Hein? Même aujourd'hui, quand nous travaillons correctement, les gens ne sont pas contents que, tout en étant dans le système des Kabila, qu'on puisse bien travailler. Depuis la Côte d'Azur, le maréchal vous nomme PDG ad intérim toujours de l'office de mine d'or de Kilomoto. C'était par quelle occasion? Non. Je devais donner rapport de ce qui venait de se passer. Et il m'a appelé à la Côte d'Azur. Et c'est en ce moment-là que l'ancien DG de l'époque, M. Mouteba, qui se trouvait aussi là-bas, à Monaco, c'est en ce moment-là qu'on avait signifié sa suspension. Et on m'a demandé de revenir faire l'intérim. Mais cet intérim-là, comme je viens de vous dire, n'avait pas été bien apprécié par le Premier ministre, Kengwa Dondo. Parce qu'il savait que j'allais bloquer la privatisation. Et aujourd'hui, vous avez de bonnes relations? Oui, c'est un papa que nous respectons depuis longtemps. Je ne dis pas que, même si on ne se voyait pas à cette époque, mais c'est un papa que je respecte. C'est une sommité de ces pays. Je le respecte autant que tout le monde. Mais ça, ce sont les faits de la gestion, n'est-ce pas? Et je ne lui en veux pas, parce que quand vous avez des intérêts, il faut aller jusqu'au bout. Mais malheureusement, on n'arrive toujours pas à se faire, parce que vous ne connaissez pas la personne à qui vous vous attaquez. Hein? Donc j'avais la protection totale du chef de l'État, sans que les autres le sachent. Très bien, M. Henri Petit, dans cette émission, nous avons une rubrique témoignage. Nous sommes allés à la rencontre de personnes qui vous connaissent et nous vous convions de les suivre. Oui, pour Nangaï, Petit, c'est un idole d'abord pour moi. C'est mon parrain en politique. Ma qualité, c'est pour ça que président Petit d'abord savoir parler. Il faut mettre Moutou Kimia au sein des intérêts. Il faut solo na Moutou. Il faut jouer Moutou Nicolaksaï que eux ils ont défaut, eux ils ont mabé, eux ils ont malam. Bon souvenir. Mais ce n'est pas que chaussures na lati c'est Petit mayo ndi mangote. Aza Moutou moko soko pusani pembeni nae kobombati. Nyoso to koyebisa ye akoyeba ko éclaircir yo. Non, Petit wana ke mabe, Petit wana ke malamu. Donc moi yo jouer penda hypocrisie ezate donc ezande vérité oya lukaka. Bon soki na lobi souvenir ya malamu wa des eloko ezalaka tsa mutemba. Je me souviens on a repé sanga utilité et importance à l'intelligence de la société. Donc c'est que sanga abetelanga lisolo sur à 600 pour singa ba fingwa toza mutu kisimbi mais ba lo bate ko maele te. Dans un souvenir moi munene on fait ça à travers mon fait papa. S'il était devenu ce qu'il est, c'est grâce à lui. En fait, quand on a joué qui gestion à OCC, la banane intérieure, on était encore des petits. À triple la salaire là-bas. Les Akimbon à Kabela qui était mais et permettait à bisou si le lot va salaire en état la bonne grâce à lui. Donc il a bien écouté le logicien pour la il y a droitière. C'est un homme très droit. C'est quelqu'un que je connais sur l'honnêteté, la transparence, m'a amené à ça là. Henri Petit, c'est mon vieux. Moi, je l'appelle toujours Grand Cordon. D'abord, c'est quelqu'un de bien. C'est quelqu'un qui sait partager. Mais sinon, c'est un travailleur. C'est un bosseur, hein, comme on le dit. Il aime bien faire les choses de manière juste et correcte. Je me rappelle, quand la Rose de Sabatino a eu à mettre au monde, je l'ai appelé, c'est mon vieux, il n'avait pas tardé de m'assister. Il a toujours été un humoriste, hein, un animateur. Azalaka rancunier na mutute. Eza toza na opposition, eza toza na majorité. Souvenir ya malamu ezali kaka ndenge tozana depuis tobandana ye, aza fidèle envers ngai. Azara bien, gentil, donc kabaka. Aibi fona na batu. Azara bien. Batu ne surtout en tout cas l'église ba préséraille. Souvenir était belé. Ba cadeau. Oui, je connais M. Henri Petit. Il est aussi comme ancien de l'église. Quand Dieu l'avait élevé, il n'avait pas oublié l'église. Il est non honnête.
il est droit dans ce qu'il fait. Monsieur Henri Petit, vous avez suivi votre commentaire. Mais c'est ça, j'ai toujours été attentif aux doléances des gens. Quand j'ai eu à devenir numéro 1 de l'office à titre intérimaire, j'ai songé au social, c'est-à-dire à la vie quotidienne des gens. Et c'est ce qui m'a permis de réaliser beaucoup de recettes pour permettre à ce que je puisse donner un bon salaire, n'est-ce pas, aux agents. En faisant ça, en redoublant beaucoup d'efforts dans la maximisation des recettes, j'ai réussi à faire passer le salaire des agents de 100 à 350%. Et ces salaires s'appellent petits jusqu'à aujourd'hui. Donc si aujourd'hui le président de la République estimait que je puisse l'aider dans le cadre de la maximisation des recettes au niveau national, je ferai la même chose, hein, pour que cela puisse lui permettre d'agir au niveau du social, du quotidien de chaque Congolais. Donc, j'ai toujours dit, même en politique, que la finalité du pouvoir, c'est le social. Alors, aujourd'hui, vous l'avez dit que vous êtes cadre déjà à l'OCC. Vous avez dirigé l'OCC à 2 niveaux. D'abord, vous étiez directeur administrateur, directeur financier, et après, vous êtes devenu directeur général ad intérim. Alors, dites-nous, comment est-ce que cela s'est passé-il? D'abord, quand vous étiez directeur général ad intérim. Non, on commence par ADEF. On commence par ADEF, allez-y. Bon, avant DEF, j'étais auditeur. Avant auditeur, on était inspecteur. La nomination en tant que ADEF, administrateur directeur financier, m'avait permis déjà d'avoir la maîtrise de la gestion parce qu'en tant qu'auditeur, en tant qu'inspecteur, on connaissait toutes les failles de l'entreprise. Donc, quand j'ai accédé à ces fonctions-là d'administrateur directeur financier, ça m'a permis rapidement... Dans quel état vous avez trouvé l'OCC à cette époque-là? Down. Ok. Donc, c'était même difficile de voir un chèque de $1000. J'ai dit non, moi je ne peux pas être ADEF de $1000. Moi je dois être ADEF des millions ou des milliards. Bon, raison pour laquelle j'ai demandé aux agents, j'ai dit, je connais bien l'entreprise, je sais là où ça ne va pas, mais tout celui qui est concerné par les failles de l'entreprise, qui entretient les failles de l'entreprise, en tout cas, il m'aura sur son dos. Alors ces messages, il a apporté, tout le monde a fait confiance à la nouvelle équipe. Alors, Monsieur Henri Petit, nous allons prendre notre deuxième volet des témoignages suivant et on se retrouve tout juste après. Bon, président Petit Soko est bien été au coquille comme on aime tout moko vraiment assez nerveux pamba. Viaza moi colérique trop. Viaza un peu colérique. Il est trop colérique, oui, il est chaud. Être rigoureux. Remarque à Ninga Gang la biso, mais Gang la biso poto bébé, mais poto bonga sigoto zanetié. Je disais tout à l'heure que vous êtes politologue, en plus de votre formation à l'EFO et à l'école des détectives. Vous êtes allé à l'université de Kinshasa pour faire les sciences politiques. C'était pour quelle détermination? J'ai toujours aimé la politique. Et cette fois-là, je voulais que je devienne un homme politique averti. Je glorifie mon Seigneur du fait que tout ce que j'ai aimé faire sur la terre, je viens de l'accomplir. Je voulais être agent spécial, si on peut le dire comme ça, d'un chef d'État, je l'ai été. Je voulais être un gestionnaire de première qualité, je l'ai été. Je voulais être un grand politologue, je le suis. Et je continue à l'être parce que je vais aussi écrire tout ce que j'ai connu comme aventure dans ma vie et tout ça. Voilà un peu ce qui m'a motivé. Et comme je suis avec les seigneurs, j'ai grand espoir d'accomplir avec lui tous mes vœux en rapport avec le redressement de ces pays. Aujourd'hui, vous êtes président d'un parti politique, Union de Patriotes et Démocrates Chrétiens, IPDC en sigle. Quels sont les objectifs et les combats que vous poursuivez dans votre parti politique? Bon, le grand combat, c'est l'instauration de la justice. Un pays sans justice, c'est un pays voué à la mort et au sous-développement. Et en sus de ça, je me suis toujours dit que 60 ans, presque 60 ans, plus de 60 ans après l'indépendance, on ne doit pas rester stationnaire. Il y a moyen de se développer avec nos propres moyens, n'est-ce pas, comme on veut le faire
en rapport avec les élections, nous finançons nous-mêmes les élections, nous pouvons aussi financer notre développement nous-mêmes. Comment? Par ce que moi j'appelle le développement auto-centré. Cela veut dire quoi? On fait travailler de grandes structures de ce pays pour nous inventer, nous créer des innovations, donner des innovations, produire des innovations en rapport avec le développement. Exemple, vous prenez les travaux des étudiants de la Polytechnique, vous prenez les travaux des étudiants de l'ISTA, n'est-ce pas? Vous les mettez ensemble, vous appelez des savants congolais. Nous en avons pour nous produire ces choses-là, les concrétiser. Le développement commence par là. Très bien. Nous sommes dans une période très très cruciale, une période électorale. Comment voyez-vous l'avenir politique de notre pays? Notre politique dépend des acteurs consciencieux d'abord. Le développement de notre pays dépend des acteurs consciencieux. Êtes-vous candidat à la députation? Non, je ne suis pas candidat à la députation, mais j'ai aligné, n'est-ce pas, des candidats hyper valables pour que j'aie des députés comme je les avais eus en 2006, en 2011, mais malheureusement, ils n'avaient pas été alignés au niveau de l'hémicycle à cause de tout ce que vous savez. Tout ça. J'ai toujours produit des députés. Combien de députés avez-vous alignés cette année? À l'époque, c'était 3. On les a bouffés. Et cette année? Et cette année, j'ai aligné 9 au provincial. Et au niveau des nationales, je crois que j'avais aligné 5 ou 6 députés. Ce que je regrette, c'est que nous, les extra-parlementaires, nous n'avons pas trop profité du système dans lequel nous nous trouvons. Mais vous êtes de la majorité. Une bonne question. Comment est-ce que la majorité a pu négliger les extra-parlementaires? Ce n'est qu'aujourd'hui on appelle les extra-parlementaires pour alimenter les regroupements. Mais il fallait nous prendre en considération depuis le début. Et j'étais le chef des extra-parlementaires, moi. En collaboration avec? Non, j'étais le chef de tous les partis extra-parlementaires. On était 140. Et j'avais même demandé qu'on entretienne tous ces partis-là. Parce qu'en démocratie, c'est la loi du nombre. Mais beaucoup se sont sentis un peu lésés au niveau de la majorité et ils sont partis. Mais nous sommes restés fidèles. Mais dans cette fidélité, nous n'avons obtenu aucune considération jusque-là. Mais nous restons toujours fidèles parce qu'en tant que chrétien, je ne peux pas renier... Le parti a combien d'années déjà? Le parti a une dizaine d'années. Nous disons c'est que nous avons beaucoup donné à la majorité. Il faut aussi récolter les dividendes. Et cette fois-ci, en alignant les députés provinciaux, en alignant les députés nationaux, nous puissions nous retrouver. Parce que nous, les extra-parlementaires, nous avons un discours. Nous n'avons pas géré. Je crois que votre message est passé. Voilà. Nous allons prendre notre troisième volet des témoignages, qui est la dernière séquence des témoignages, que nous vous convions de le suivre. Vous êtes prêts? Merci beaucoup. Parcours de Tobeti, côté de Outi, côté de Kende, côté de Outi Zamouké, côté de Kende, Bagar et Zamoué Belé, Tobundarara, celle n'est pas rien avec l'aide de tous. Ah oui, Nazope ça toujours fait ma bonne continuité. Papa répète ça dans esprit créativité makansi. Et si Kazali qui a Hollanda a continué la ligne de conduite, on a la transparence, créativité, surtout le jeu. Président Sigoza Penda et Certa. Le cordon petit, vous avez beaucoup milité sur le plan politique. Ce que je peux vous demander, c'est de continuer votre lutte tout en restant fidèle, parce que la constance, la fidélité, la loyauté finit toujours par payer. Donc, a changé. Donc, a salaka boulamu. Pour boulamu futaka, ma BP futaka, ce que ma Bible zoloba, ce que oloni malam, okobuka malam. Le conseil, c'est de demeurer d'abord dans le Seigneur, aimer son Seigneur. Les jeunes nous suivent aujourd'hui. Vous êtes un modèle, vous êtes une référence aujourd'hui. Selon vous, qu'est-ce qui peut être vraiment une bonne lutte pour la jeunesse d'aujourd'hui? Tout ce que le gouvernement doit faire, tout ce que les chefs d'État doivent faire, tout ce que les ministres doivent faire, tout ce que les gouverneurs doivent faire, tout ce que les DG doivent faire, tout ce que quiconque doit faire, c'est pour la postérité. On ne doit pas se dire, on ne peut pas construire tel pont parce que ça va nous coûter cher. Non. Il faut s'engager pour réaliser cet ouvrage pour la postérité. On ne doit pas travailler pour nous-mêmes. Nous ne travaillons pas pour nous-mêmes et nous ne devons pas nous engager pour le présent.
Tout doit se faire pour la postérité. La postérité commence aujourd'hui avec les jeunes d'aujourd'hui jusqu'aux jeunes de demain. Vous avez beaucoup de jeunes dans votre parti politique. Tous les fiefs de Maïndombe et tout ça, est-ce qu'il n'y a pas de... Ce sont les jeunes. Le pays, c'est un pays jeune. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de jeunes. Nous travaillons pour la jeunesse. Alors un conseil à ces jeunes qui nous suivent de partout. Le seul conseil, c'est qu'ils doivent se former. Comme moi, leur leader, j'ai été suffisamment formé. Je suis passé par des structures rigoureuses, raison pour laquelle je suis aussi très rigoureux. Pas d'injustice, pas de complaisance, pas de superficialité. On doit être profond en raisonnement, en comportement, en acte. On doit être très, très, très profond. On ne peut pas être superficiel. Vous savez, la plupart des Congolais, nous sommes critiqués à l'extérieur parce que nous sommes un peu superficiels. Nous réfléchissons toujours en rigolant, tout ça. Non, 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 pas du tout. Les blagues, c'est fait pour un moment de détente. Mais quand il s'agit d'être devant la réalité, il faut être sérieux, il faut être solide et profond. Un mot à cette émission Cursus H. Je remercie beaucoup votre initiative qui m'a permis de me dévoiler ne fût-ce qu'à 1/10, parce qu'il reste beaucoup de choses à dire. Mais tout ce que je demande à cette émission, c'est de continuer. Et je vous bénis parce que moi, en tant que chrétien, je peux bénir quelqu'un, n'est-ce pas, au nom de Jésus-Christ. Donc, je vous donne toutes les chances pour la réussite. Merci de passer sur ces plateaux. Je rappelle que nous recevions dans cette émission M. Henri Petit, président national d'un parti politique, Union des Patriotes Démocrates Chrétiens, UPDC en sigle. Avec lui, nous avons parlé de son parcours. Merci, vous étiez nombreux de nous suivre et restez branchés sur nos antennes. Au revoir.